Alors, salut tout le monde. Ici, on part réellement sur une réflexion qui porte sur les formes de la guerre, dans la mesure où beaucoup d'élèves, d'étudiants ont du mal à saisir qu'elles sont enchevêtrées et qu'on peut qualifier une guerre de plusieurs manières, et que c'est pas parce qu'on dit qu'une guerre est régulière qu'il n'y a pas de forme irrégulière dedans, que des acteurs sont non conventionnels, qui sont pas financés par des États, etc. Donc tout ça a besoin de clarification, et c'est un peu le but de cette vidéo. Un petit clin d'œil à ceux qui sont allés à Madrid avec le tableau de Goya sur les guerres napoléoniennes. Alors, on va travailler sur l'idée de régulier, irrégulier, conventionnel, non conventionnel, intra-étatique, mais on va voir aussi que ça recouvre des choses qui sont souvent similaires. Un conflit régulier oppose des États entre eux la plupart du temps, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de résistants, qu'il n'y a pas de partisans, ou qu'il n'y a pas de ce qu'on dirait aujourd'hui, ce qu'on appellerait des terroristes. Alors pourquoi ça interroge autant cette histoire de guerre classique ou de guerre régulière? Dans certains textes, vous trouvez le terme de guerre classique pour parler de deux armées qui se font face, comme ici, là, une espèce d'illustration d'une bataille entre Français et Anglais lors de la guerre des 7 ans, ou régulière. Mais les deux sont des synonymes, à part que guerre classique exclut l'idée de guerre absolue qu'on retrouve chez Clausewitz, qui va être l'escalade des guerres révolutionnaires et des guerres napoléoniennes. Parce qu'on en a déjà parlé en classe, mais ici on le voit sur l'illustration, vous avez deux ou trois petits personnages là qui sont des Amérindiens au bas de l'image, puis des miliciens, des colons qui tirent sur les soldats anglais en même temps. Ça vous montre que même si on a cette guerre en dentelle dite régulière, on a ce que les Français appelaient la petite guerre, hein, la guérilla, telle qu'on va l'appeler en espagnol, et donc les conflits sont pas si faciles que ça à classer. Alors de même, vous pouvez retrouver l'expression de guerre en dentelle. La guerre en dentelle, dans l'idée, c'est que on faisait une guerre entre aristocrates, bien habillés, on se respectait, on se disait monsieur ou autre, mais ça n'enlevait rien en réalité à la violence de la guerre, aux morts, ce qui est aussi un peu illustré par le tableau où on voit un cadavre au milieu des gens très bien habillés. Donc je vous mets, c'est en partie mythique parce que ça recouvre pas la réalité, il y avait quand même des gens qui se faisaient arracher la tête dans cette guerre en dentelle. C'est pour ça que vous pouvez trouver des distinctions entre chaque terme, mais en réalité, pour le XVIIIe siècle, on parle assez souvent de guerre classique en dentelle, guerre régulière, avec des rois qui se font la guerre pour prendre les possessions des autres, les colonies, ou pour abattre la puissance maritime, par exemple française, hein, pour les Britanniques. Clairement, ça n'exclut pas la présence, là, comme encore l'illustration du dernier des Mohicans, des combats irréguliers dans ces conflits. Alors ces guerres du XVIIIe siècle, elles nous apparaissent comme des guerres classiques, hein, un modèle d'opposition sur le terrain, qu'on retrouve aussi en partie avec Napoléon, hein, ces grands corps de bataille qui s'affrontent, l'artillerie, pouf, on envoie la cavalerie. Mais ça apparaît justement anecdotique par rapport à l'ensemble des conflits qu'on peut étudier après au XIXe siècle et au XXe siècle. Donc il ne faut pas se focaliser là-dessus, il faut se souvenir que l'intérêt des États prédominait et que donc la politique dominait. Toute la continuité du thème, il faut que vous le compreniez, c'est vraiment autour de Clausewitz. Et donc, si on retourne à Clausewitz, on est obligé de revenir à la politique. Et si on retourne aux intérêts des États et à la politique, on est toujours obligé de revenir d'une certaine manière à des buts idéologiques, politiques, la volonté d'imposer sa manière de faire, de voir aux autres. Et donc, la guerre absolue, la guerre totale dont on parle de plus en plus, c'est surtout une guerre politique comme celle d'avant. Guerre absolue, guerre totale sont donc deux dimensions politiques. Ici, je vous ai mis une image de Stalingrad pour bien pouvoir se souvenir du degré de destruction de la Seconde Guerre mondiale, et que vous ayez bien en tête que Clausewitz ne pouvait pas anticiper l'ensemble des développements en matière de guerre, de politique ou autre du XXe et du XXIe siècle. Donc c'est à nous de questionner Clausewitz par rapport à ces périodes et ces guerres. Pour résumer tout ce qu'on peut mettre derrière les termes de guerre absolue ou au XXe siècle de guerre totale, je vous ai mis, on peut faire des parallèles entre les guerres napoléoniennes ou les guerres mondiales, mais il y a quand même énormément de choses qui les différencient, que ce soit la volonté de détruire l'adversaire, le génocide, l'idéologie raciste, le totalitarisme, les fanatismes ou autres, ce sont beaucoup de choses que Clausewitz aurait anticipées dans la politique uniquement pour la Révolution. On peut utiliser des catégories si vous réfléchissez, mais ça reste des catégories et elles ont été imaginées par quelqu'un qui est mort il y a près de 200 ans.
Ce qui veut dire qu'on est obligé de les adapter et par exemple, là, dans le cadre de Hiroshima que j'ai mis en photo, bah, d'expliquer que Clausewitz n'aurait pas fondamentalement pu imaginer le degré de destruction auquel seraient arrivées justement les armées modernes et que le génocide aussi soit une pratique courante. Alors si on considère que des guerres régulières n'opposent que de véritables États dans un contexte westphalien justement, on est quand même obligé de considérer la guerre civile américaine ou la guerre civile russe qui a amené au pouvoir les soviétiques comme des conflits réguliers qui mettaient en fin de compte face à face deux parties d'une société qui avaient des armées et qui avaient des États plus ou moins constitués. Donc, vous voyez, on peut toujours trouver des exceptions et donner des exemples qui contredisent. On en vient au dernier point qui porte sur les guerres irrégulières, les acteurs non étatiques, les acteurs non conventionnels. Tous ces termes qui sont définis un peu négativement par l'opposé justement d'une guerre classique menée par des États. Mais en même temps, vous le savez, les résistants français comme les partisans russes ont fait partie des conflits réguliers et ont été ensuite des acteurs conventionnels quand ils sont rentrés dans leurs armées nationales. Donc c'est plus compliqué que ça. Alors juste avant, je vous ai mis une image de Moudjahidine, hein, de combattants afghans des années 80 contre l'Union soviétique. Mais tout ce type de combattants qu'on inclut dans la guerre irrégulière aujourd'hui, là, je vous ai mis résistants partisans, ça peut également inclure les insurgés américains qui étaient considérés comme des rebelles par les Britanniques. Puis vous voyez que dans l'histoire américaine, ce sont eux les grands résistants et ceux qui ont fondé une nation. Donc tout dépend du point de vue et du moment en fin de compte. Tout votre travail d'élève et de réflexion, ce sera de montrer que Daesh, Al-Qaïda ou par exemple les mercenaires russes de Wagner, ce sont certes des acteurs non conventionnels qui ont des pratiques qui ne seraient pas classifiables justement dans une guerre régulière, mais qui cherchent à défendre des intérêts politiques et idéologiques, parfois d'États, parfois de groupes qui les soutiennent, mais dont les buts sont clairement politico-économiques. Si vous voulez arriver réellement à une réflexion qui porte sur ce qui différencie totalement ces acteurs non conventionnels ou des acteurs conventionnels type mercenaires, les groupes criminels, les pirates ou autres, vous êtes obligé justement d'aller un peu dans l'idée d'illégalité permanente ou de structures justement clandestines ou cachées. On est très très loin de l'État et de la loi. En fait. Vous devez aller de ce côté-là. Mais à part ça, il y a quand même beaucoup de points communs. Alors pour conclure sur l'idée qu'il est très difficile de mettre un conflit dans une seule case, je reprendrai l'exemple de la guerre froide. Ici, je vous mets en photo Fidel Castro et le Che Guevara. Clairement, la guérilla cubaine amène les guérilleros cubains au pouvoir et tout un tas de guérillas pro-soviétiques se développent en Amérique latine. Ça fait partie d'un conflit idéologique mondial avec des guérillas contre des États qui prétendent devenir des... Alors, utilisez bien cet argument autour de la guerre froide pour rappeler que ça met en place les superpuissances américaines et soviétiques sur l'ensemble de la planète pour avancer leurs pions hein, comme sur un échiquier, en utilisant des guérillas, en utilisant des groupes comme les Américains appelaient contre-insurrectionnels, donc des mercenaires, des gens qui tuaient, qui massacraient. Donc même le plus régulier conventionnel des conflits a des tournants irréguliers.